Le ciel était d'un gris uniforme au-dessus de Paris, ce genre de matinée où même les toits haussmanniens semblaient accablés par le poids des nuages. Camille Duret, 26 ans, traversait lentement le hall de verre de l'immeuble qu'elle connaissait trop bien, une boîte en carton serrée contre sa poitrine. Les talons de ses bottines résonnaient faiblement sur le marbre froid, tandis qu'un vide immense s'élargissait en elle à chaque pas. Quelques employés la regardèrent passer, certains avec pitié, d'autres avec indifférence. Personne ne dit un mot. Quelques minutes plus tôt, on l'avait convoquée dans le bureau de la responsable des ressources humaines. Aucune chaleur dans la voix, aucun regard humain dans les yeux de la femme qui lui annonça d'un ton sec qu'un repositionnement interne avait été décidé et que son poste de réceptionniste serait supprimé dès aujourd'hui. Pas de préavis, pas de discussion. C'est purement administratif, avait-elle dit en glissant une enveloppe contenant son solde de tout compte. Camille avait encaissé, la gorge serrée. Elle aurait pu crier, exiger une explication, mais à quoi bon? Elle connaissait sa place dans cette tour d'acier et de verre, une silhouette discrète à l'accueil, un sourire poli pour des visages pressés. Son contrat à durée déterminée ne lui laissait aucun droit. Elle avait tout donné à cette entreprise sans jamais poser de problème. Et pourtant, on l'éjectait comme une erreur de calcul. Dehors, le vent d'octobre fouettait son visage, emportant avec lui les dernières feuilles d'un platane fatigué. Camille resserra son manteau sur sa poitrine et descendit lentement les marches de l'entrée principale, cette même entrée qu'elle ouvrait tous les matins à 7h30 avec un sourire programmé. Une fois sur le trottoir, elle s'arrêta, laissant les passants la contourner sans un regard. Elle avait besoin de respirer, de comprendre. Elle n'avait pas d'économie, pas de famille proche. Son père était mort lorsqu'elle avait 10 ans, sa mère l'avait élevée seule, jusqu'à ce qu'un cancer cruel la lui arrache 5 ans plus tôt. Depuis, elle survivait à Paris en jonglant entre petits boulots et loyers trop chers. Ce poste à la réception de Moreau Haute Couture avait été un miracle, une entreprise prestigieuse située à quelques pas des Champs-Élysées. Elle y croyait, Camille. Elle espérait même évoluer un jour. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les ravala. Pleurer en pleine rue n'arrangerait rien. Elle avança, sa boîte en carton calée contre elle comme une protection dérisoire. À l'intérieur, quelques souvenirs. Un mug fêlé, une photo de sa mère, un carnet de notes, un stylo qu'elle aimait. Rien d'essentiel, mais tout d'émotion. Elle marcha au hasard, suivant l'avenue Montaigne, ses vitrines de luxe, ses passants pressés. Elle n'avait nulle part où aller. Et pourtant, elle ne voulait pas rentrer dans ce petit studio sombre du 18e arrondissement, là où le silence faisait trop de bruit. Elle décida de continuer jusqu'aux Champs-Élysées, espérant que la foule l'anesthésie un peu. En traversant la rue Marbeuf, un bruit de klaxon brutal la fit sursauter. Une voiture venait de freiner brusquement. Le cœur battant, elle tourna la tête vers l'origine du tumulte. Au loin, un enfant courait sur le trottoir, inconscient du danger autour. Camille fronça les sourcils. Était-ce une petite fille seule? Elle accéléra le pas, oubliant un instant ses propres ennuis. La ville, en apparence indifférente à sa douleur, semblait lui tendre un fil invisible. Et ce fil, sans qu'elle le sache encore, était sur le point de la conduire vers une rencontre qui bouleverserait tout. Car en ce jour de perte et de solitude, quelque chose de plus grand se préparait. Et tandis que le vent soulevait une mèche de ses cheveux bruns, Camille Duret avançait sans savoir que, derrière ce coin de rue, son destin venait de changer de direction. Camille marchait d'un pas rapide, son carton toujours entre les bras, tentant d'ignorer les regards de curiosité que son allure attirait. Ses bottines frappaient nerveusement les trottoirs haussés du quartier. Elle venait de quitter tout ce qu'elle avait réussi à construire, et l'injustice de cette situation lui brûlait encore les entrailles. Elle aurait voulu s'effondrer sur un banc et pleurer tout son soul, mais Paris ne s'arrêtait pas pour les cœurs brisés. Les voitures rugissaient, les feux passèrent du vert au rouge sans attendre que quiconque reprenne son souffle, et les passants s'écoulaient comme une rivière indifférente. Camille pourtant continuait d'avancer, comme si marcher suffisait à faire reculer l'angoisse. Au moment où elle traversait une petite rue adjacente à l'avenue des Champs-Élysées, ses pensées furent brusquement interrompues. Une petite silhouette venait de surgir à sa gauche, courant droit vers la chaussée. Un taxi noir lancé à pleine vitesse fit crisser ses pneus en freinant brutalement. Le cœur de Camille rata un battement. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. La boîte de carton tomba au sol dans un bruit sourd, éparpillant son contenu sur le trottoir.
Elle bondit. Ses bras se refermèrent autour d'un petit corps frêle juste avant qu'il ne touche le bitume. Elle pivota sur elle-même pour encaisser le choc et tomba sur les genoux. Un souffle court et saccadé s'échappa de sa bouche. Le taxi s'était arrêté à quelques centimètres. Le conducteur furieux descendit du véhicule et se mit à hurler. Ses mots, saturés d'agressivité, fusaient dans l'air comme des projectiles. Mais Camille n'entendait rien. Elle serrait l'enfant contre elle, tremblante, les mains toujours crispées sur ses petites épaules. La fillette se détacha lentement, relevant la tête. Elle devait avoir 5 ou 6 ans. Ses grands yeux noisettes, embués de larmes, fixaient Camille avec un mélange de peur et de soulagement. Son visage, fin et pâle, était encadré par une chevelure brune impeccablement peignée. Elle portait un manteau en laine bleu nuit, visiblement coûteux, et un petit sac à dos rose pâle dont une lanière pendait. Camille se releva lentement, gardant une main protectrice sur l'épaule de la petite. Le chauffeur continuait de vociférer, réclamant des excuses, parlant de plaintes, de négligence. Autour d'eux, les passants s'étaient arrêtés. Certains filmaient, d'autres murmuraient. Mais aucune de ces réactions n'avait d'importance pour Camille. Elle s'accroupit de nouveau face à la petite et lui demanda doucement « Où sont tes parents? Tu es toute seule ?» L'enfant cligna des yeux, puis secoua légèrement la tête. « Je suis parti. Je voulais les suivre, mais je suis resté derrière. Je croyais que je connaissais le chemin. » Camille regarda autour d'elle. Aucun adulte ne semblait chercher frénétiquement un enfant perdu. Pas de cris, pas de visage en panique. La rue continuait de vivre, comme si rien ne s'était passé. Elle prit une inspiration profonde. « Comment tu t'appelles ?»« Chloé. » Le nom fut murmuré comme une confidence. Camille serra les dents. Elle devait agir vite. La rue n'était pas un endroit sûr pour une enfant seule. Elle désigna un banc un peu plus loin, à l'abri du tumulte. « Viens, on va s'asseoir une minute. Tu peux me dire où tu habites ?» La petite suivit sans protester. Une fois assise, Camille sortit un mouchoir en tissu de sa poche et essuya doucement les larmes de Chloé. Elle sentait la panique de l'enfant vibrer sous sa peau. Elle avait dû être séparée de son parent dans un moment d'inattention. « Tu sais me dire dans quelle direction tu allais ? Il faut qu'on retrouve tes parents. » Chloé pointa du doigt un immeuble en pierre claire à quelques pâtés de maisons de là. Un bâtiment haut moderne, avec une façade vitrée et une entrée élégante. Camille reconnut instantanément le logo sur le fronton. C'était le siège de Moreau Haute Couture, l'entreprise qu'elle venait tout juste de quitter. Son cœur se serra. « Tu crois que c'est là-bas ?» demanda-t-elle étonnée. « Mon papa travaille là. Je voulais le rejoindre. » Camille comprit alors l'essentiel. Chloé était la fille de quelqu'un d'important. Peut-être un cadre supérieur ou même un directeur. Elle se demanda comment une enfant aussi jeune avait pu s'éloigner sans que personne ne s'en rende compte. Mais ce n'était pas le moment de chercher des coupables. Il fallait la ramener. « Très bien, je vais t'accompagner, d'accord ? On va retrouver ton papa. » Elles se levèrent. Camille récupéra sa boîte, maintenant cabossée et à moitié vide, ramassa rapidement les objets tombés, puis prit la main de Chloé. Ensemble, elles marchèrent jusqu'au grand immeuble. À l'approche, Camille sentit une certaine tension monter en elle. Elle n'était pas censée revenir ici, encore moins dans ces circonstances. Mais une part d'elle se disait que ramener une enfant à son père valait toutes les règles, toutes les peurs. Quand elles arrivèrent devant l'entrée, les agents de sécurité les observèrent avec méfiance. Camille expliqua calmement qu'elle avait retrouvé une enfant seule dans la rue et qu'elle pensait que le père travaillait ici. Mais à peine avait-elle prononcé ces mots que l'un des agents fronça les sourcils et posa la main sur son oreillette. En moins de quelques secondes, d'autres gardes arrivèrent. L'atmosphère devint plus tendue. « Mademoiselle, veuillez rester où vous êtes », déclara l'un d'eux d'un ton sec. « Mais je vous dis que je l'ai trouvée seule. Je l'ai empêchée de se faire renverser par une voiture. Je veux juste la ramener à son père. Votre nom, s'il vous plaît. » Camille Duret. À ce moment précis, les agents échangèrent un regard. L'un d'eux reconnut visiblement son nom. La situation prit alors une tournure inattendue. Un murmure traversa les radios. La fillette, confuse et effrayée par tant d'agitation, se mit à pleurer. Elle s'agrippa à Camille, qui tentait de la calmer tant bien que mal. Mais déjà, 2 agents s'interposaient entre elles. « Vous allez devoir nous suivre, mademoiselle. » Camille recula, indignée. « Vous pensez que je veux la kidnapper? C'est une blague ?» Le tumulte attira les regards. Des employés sortirent de l'ascenseur. Certains reconnaissaient Camille, d'autres non.
Les murmures se propageaient. La tension atteignait son paroxysme quand soudain, les portes coulissantes s'ouvrirent. Et dans un silence soudainement lourd, une silhouette imposante fit son entrée dans le hall. Tal, élégant, le regard froid comme l'acier, Adrien Moreau avança d'un pas ferme. Sans un mot, ses yeux se posèrent d'abord sur sa fille, puis sur Camille, et tout sembla se figer. Le silence qui s'installa dans le hall fut presque irréel, tranchant net le tumulte précédent comme une lame invisible. Les agents de sécurité, soudain figés, s'écartèrent instinctivement alors qu'Adrien Moreau, le directeur général de Moreau Haute Couture, avançait d'un pas précis vers le centre de la scène. Camille, toujours debout, la main posée sur l'épaule tremblante de Chloé, soutint son regard. Elle le reconnut immédiatement. Il était passé devant elle à plusieurs reprises lorsqu'elle travaillait à la réception, sans jamais lui adresser un mot. Il appartenait à ce monde lisse et inaccessible, celui des puissants, des hommes qui ne s'arrêtaient que pour des décisions décisives, jamais pour des détails humains. Mais aujourd'hui, son visage trahissait quelque chose de différent. Sous la maîtrise apparente, il y avait de la tension. Ses yeux, sombres et vifs, se posèrent d'abord sur sa fille, puis sur Camille, puis sur les gardes. Il ne cria pas. Il ne bougea même pas les lèvres. Il se pencha simplement, ouvrit les bras, et Chloé, sans hésiter, se précipita vers lui. « Papa !» s'écria-t-elle en se jetant contre lui. Il l'enlaça, la souleva légèrement et la serra contre lui. Une fraction de seconde, ses yeux se fermèrent, et ses traits se détendirent à peine. Puis il se redressa, gardant la fillette contre lui, et se tourna vers Camille. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. Avant qu'elle ne puisse répondre, un téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit, regarda l'écran et décrocha. « Oui, elle est ici, je la tiens dans mes bras. »« Oui, tout de suite. » Il raccrocha et fit un signe à l'un des agents qui disparut aussitôt dans l'ascenseur. Chloé, désormais rassurée, serrait le col de son père, la tête enfouie contre lui. Adrien porta de nouveau son attention sur Camille. « Vous l'avez trouvée ?» demanda-t-il, plus calme, mais sans chaleur. « Elle allait se faire renverser. J'ai réagi. Je l'ai ramenée ici parce qu'elle a dit que vous travailliez dans ce bâtiment. » Il hocha la tête sans un mot de remerciement. Son regard se fit plus insistant, comme s'il essayait de recoller mentalement les pièces d'un puzzle qu'il ne comprenait pas encore. « Votre nom ?» Camille Duret. Cette fois, ses sourcils se froncèrent très légèrement. Il connaissait ce nom. Il ne l'avait peut-être jamais prononcé, mais il l'avait vu sur un rapport récent, un rapport de licenciement. Il se souvenait d'avoir vaguement noté l'affaire, sans s'y attarder. Elle faisait partie de ces dizaines de noms que l'on valide chaque semaine, dans la routine impersonnelle d'une direction générale. Une décision mineure, sans conséquence. C'est du moins ce qu'il pensait. Mais à présent, cette jeune femme était devant lui, tenant sa fille par la main, ayant risqué sa vie pour la sauver. Et d'un seul coup, cette décision mineure prenait une toute autre dimension. Il fit signe à un autre agent. « Faites-la monter au 8e étage. Salle de conférence 3. » Puis à Camille. « Vous allez venir avec nous. Il faut que nous éclaircissions cette situation. » Camille hésita. Elle jeta un regard aux personnes présentes, encore figées par la scène. L'idée de retourner dans cet immeuble après avoir été congédiée de manière aussi sèche ne lui plaisait pas. Mais refuser maintenant, ce serait fuir alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle inspira lentement. Très bien. Ils prirent l'ascenseur ensemble. Le trajet fut silencieux, hormis la respiration calme de Chloé toujours accrochée à son père. Camille se tenait droite, les bras croisés. Elle n'avait pas peur, pas vraiment. Elle était surtout fatiguée, lasse de devoir justifier sa simple volonté d'agir avec humanité. Quand ils arrivèrent au 8e étage, un assistant les attendait déjà. Il ouvrit la porte d'une salle lumineuse et élégamment décorée. Adrien s'installa à une extrémité de la table, Chloé sur ses genoux. Camille prit place en face, sans se laisser impressionner par le décor luxueux. « On me dit que vous avez été licencié ce matin même », commença Adrien, les yeux rivés sur elle. « Exact. Sans explication réelle. On m'a dit que mon poste était supprimé. Fin de contrat. » Il hocha la tête comme s'il validait une information connue, puis il croisa les bras, réfléchissant. « Et malgré cela, vous avez ramené ma fille ?»« Oui. J'ai agi instinctivement. Elle était seule, en danger. Ce n'est pas parce qu'on me traite mal que je vais laisser une enfant se faire écraser. » Cette phrase, prononcée sans arrogance, résonna plus fort qu'aucun cri.
Adrien resta silencieux un instant. Il observait Camille, sans savoir trop quoi en penser. Elle ne demandait rien. Elle ne semblait même pas attendre de remerciements. Elle avait fait ce qu'elle pensait être juste. Point final. Une porte s'ouvrit discrètement. Une femme entra, visiblement une gouvernante, qui s'empara doucement de Chloé. L'enfant protesta un peu, puis accepta de suivre après un baiser rapide sur la joue de son père. Dès que la porte se referma, Adrien se pencha légèrement en avant. « Mademoiselle Duret, je ne sais pas encore ce qui s'est passé exactement ce matin, mais je peux vous dire que ce que vous avez fait pour ma fille ne sera pas oublié. » Camille haussa légèrement les épaules. « Je ne veux pas de reconnaissance, seulement qu'on traite les gens avec un minimum de respect. On ne jette pas les gens comme des déchets. » Il hocha de nouveau la tête. Elle avait raison. Il le savait, mais il ne s'était jamais attardé sur ces détails. Ce genre de décision administrative était confié à d'autres. Des erreurs pouvaient arriver. Mais rares étaient les occasions où ces erreurs revenaient frapper à sa porte avec autant de force. « Je vais faire la lumière sur ce licenciement, » dit-il calmement. « Vous pouvez rentrer chez vous. On vous contactera rapidement. » Camille se leva sans attendre d'autres paroles. « Je vous laisse avec votre conscience, monsieur Moreau. » Elle quitta la pièce, droite, digne. Adrien resta seul, les doigts posés sur la surface lisse de la table. Il savait déjà qu'il ne laisserait pas cette affaire s'éteindre. Pour une fois, quelque chose avait transpercé l'armure froide du dirigeant qu'il était devenu. Il ne savait pas encore à quel point cette jeune femme allait bouleverser l'équilibre minutieux de sa vie. Mais il sentait confusément que rien ne serait plus tout à fait comme avant. Dans les minutes qui suivirent son départ de la salle de réunion, Camille se sentit étrangement légère, comme si le fait d'avoir tenu tête au PDG d'une des plus grandes entreprises de mode de France avait lavé un peu de la rancœur accumulée ces derniers jours. Pourtant, l'amertume ne quittait pas totalement ses pensées. Elle n'avait pas voulu cette confrontation. Elle aurait préféré un au revoir digne, un dernier jour de travail sans remous, sans avoir à sauver une fillette au bord de la catastrophe pour être prise au sérieux. L'ironie de la situation l'agaçait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle aurait aimé croire qu'un simple acte de bonté n'avait pas besoin de justification, mais dans ce monde où tout se mesure en hiérarchie et en pouvoir, même la morale semblait devoir montrer patte blanche. Alors qu'elle descendait les étages par l'ascenseur, accompagnée par un agent visiblement chargé de la raccompagner jusqu'à la sortie, elle tentait de se convaincre que tout cela était derrière elle. Encore quelques minutes, et elle serait de nouveau dans la rue, libre d'aller n'importe où, loin de ces couloirs de marbre et de tension. Elle regretta brièvement d'avoir laissé tomber ses affaires au moment de sauver Chloé. Sa boîte de carton cabossée était restée au sol, son contenu probablement dispersé, piétiné par les allées et venues du hall. Mais à ce moment-là, cela n'avait aucune importance. Elle n'aurait jamais pensé que ces détails reviendraient la hanter. En effet, au même moment, dans le hall de l'immeuble, une scène bien différente se déroulait. Un des agents de sécurité, zélé, avait découvert la boîte abandonnée. À l'intérieur, parmi les effets personnels, un carnet à couverture noire attira son attention. Il l'ouvrit, feuilleta rapidement, tomba sur quelques annotations griffonnées à la hâte, des noms, des dates, des détails concernant des personnes travaillant dans le bâtiment. Pris de soupçons et sans réelle autorisation, il remit le carnet à un cadre intermédiaire chargé de la sécurité du site. En l'espace de 10 minutes, des rumeurs avaient déjà commencé à circuler. Des mots comme espionnage, infiltration, dossier interne flottaient d'un bureau à l'autre sans que personne ne cherche vraiment à comprendre. Ce que Camille avait fait passait déjà à l'arrière-plan. Sa bravoure se voyait lentement noyée sous une nouvelle suspicion. Lorsqu'elle arriva à la sortie, l'agent lui indiqua poliment la porte, mais avec une certaine raideur dans le ton. Camille sentit l'air changer. Elle remercia brièvement, tourna les talons et quitta le bâtiment, ignorant que dans son dos, plusieurs regards la suivaient, nourris non plus par la gratitude, mais par la méfiance. De retour chez elle, dans son petit studio mansardé du 18e arrondissement, Camille se laissa tomber sur le vieux canapé qui grinçait à chaque mouvement. Le plafond bas et les murs jaunis n'avaient rien de réconfortant, mais au moins, c'était son espace, son refuge. Elle fixa un instant le plafond, puis ferma les yeux, repassant les événements de la journée dans sa tête. Elle avait cru que, peut-être, cette rencontre fortuite avec Chloé changerait quelque chose, qu'elle obtiendrait au moins la reconnaissance d'avoir agi correctement. Mais l'absence de remerciement véritable, le regard glacial d'Adrien Moreau,
Tout cela la ramenait brutalement à la réalité. Elle était redevenue invisible sitôt l'émotion dissipée. Le lendemain matin, elle fut réveillée par une série de coups rapides à sa porte. Enfilant à la hâte un pull, elle alla ouvrir, encore ensommeillée. 2 hommes en costume l'attendaient, tenant à la main un dossier et une lettre au papier à en-tête officielle de Moreau Haute Couture. L'un d'eux parla avec une voix parfaitement neutre. « Mademoiselle Duret, nous avons des questions concernant certains éléments retrouvés dans vos effets personnels. Il s'agit d'une simple procédure interne. Nous vous demandons de bien vouloir nous suivre pour un entretien de clarification. » Camille resta figée. Elle comprit aussitôt qu'il s'agissait d'une accusation à peine déguisée. Elle fronça les sourcils. « Vous plaisantez? C'est à propos de mon carnet? Ce sont mes notes personnelles. » Mais les hommes ne réagirent pas. Elle comprit qu'ils ne venaient pas écouter, mais exécuter un ordre. Elle n'était pas obligée d'accepter, évidemment. Ils n'étaient pas la police. Mais Camille savait aussi comment ces choses fonctionnaient. Refuser ne ferait que nourrir davantage la suspicion. Elle soupira, prit son manteau et les suivit. L'entretien eut lieu dans un petit bureau impersonnel, au 4e étage de l'immeuble principal. Face à elle, 2 représentants des ressources humaines et un responsable de la sécurité. Ils étaient visiblement mal à l'aise, mais tentaient de maintenir une façade de professionnalisme. On lui demanda de s'expliquer sur certaines annotations, des horaires de réunions internes, des noms de personnes haut placées, des observations sur le comportement de certains collaborateurs. « Ce sont juste des observations », se défendit Camille. « Quand vous êtes à l'accueil toute la journée, vous notez des choses. Ça m'aidait à comprendre les dynamiques, à mieux orienter les visiteurs. Je ne suis pas une espionne, voyons. » Mais ses paroles semblaient se heurter à un mur de scepticisme. On lui parlait d'anomalies, de procédures de sécurité, de comportements suspects. Elle tenta de rester calme, mais la colère montait en elle. On ne l'avait pas seulement licenciée injustement. On voulait maintenant la faire passer pour une menace. « Est-ce que M. Moreau est au courant de cette procédure ?» demanda-t-elle, les dents serrées. Un silence embarrassé lui répondit. L'un des responsables finit par admettre que non. Camille se leva aussitôt. « Alors je vous suggère de le prévenir. Parce que si vous continuez à m'accuser sans fondement, c'est avec un avocat que vous parlerez la prochaine fois. » Elle sortit, les joues en feu. Dans l'ascenseur, elle tremblait. Non pas de peur, mais d'injustice. Encore une fois, elle devenait la cible d'un système incapable de reconnaître ses torts. Elle pensa brièvement à Chloé, à ce petit corps qu'elle avait serré contre elle. Elle se demanda si, pour l'enfant, elle était encore celle qui avait tendu la main au bon moment, ou si, dans cet univers impitoyable, même la mémoire de l'innocence finissait par se diluer dans le soupçon. Ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'au même instant, au dernier étage du bâtiment, Adrien Moreau recevait un compte-rendu incomplet de l'incident. Son regard se durcit. Un malentendu était sur le point de déraper. Le soleil brillait faiblement à travers les grandes baies vitrées du bureau d'Adrien Moreau. Il était tôt, trop tôt même pour les habitués du dernier étage, mais le directeur général était déjà assis à son bureau, le regard fixé sur l'écran d'un rapport qu'il n'arrivait pas à lire. Depuis la veille, une tension diffuse ne le quittait plus. Il s'efforçait de suivre sa routine habituelle. Les réunions, les décisions à prendre, les validations de budget, mais son esprit revenait sans cesse à cette jeune femme, Camille Duret, celle dont il avait approuvé le licenciement sans y accorder la moindre attention, et qui, quelques heures plus tard, avait sauvé sa fille au péril de sa propre sécurité. Il avait essayé de rationaliser, de remettre cette coïncidence dans le cadre d'une anomalie administrative, mais rien n'y faisait. Quelque chose ne collait pas. Il avait demandé un rapport complet sur la procédure de départ de Camille. Ce qu'il reçut l'indigna plus qu'il ne le laissa paraître. La décision avait été prise sans examen sérieux, basée sur une réorganisation fictive dans un service qui en réalité n'avait jamais été restructuré. Pire encore, un échange de courriels entre 2 cadres supérieurs laissait entendre qu'on avait cherché à écarter la jeune femme discrètement, à cause de sa présence trop observatrice, comme le disait l'un des messages. Ces mots, anodins en surface, laissaient entendre une forme de crainte, peut-être même une gêne face à quelqu'un qui, sans en avoir conscience, voyait plus que ce qu'on voulait lui montrer. Adrien, bien que peu habitué à se mêler de la gestion des employés de rang modeste, comprit qu'il s'agissait d'une manipulation interne. Camille avait été sacrifiée pour préserver un confort hiérarchique, ou peut-être pour faire diversion sur des irrégularités. Il se promit de faire le ménage,
Mais d'abord, il devait la retrouver. Il demanda à son assistant de la contacter discrètement, mais on lui apprit qu'elle avait quitté l'entretien avec la sécurité en colère et qu'elle n'avait donné aucune suite aux appels de l'entreprise. Adrien fronça les sourcils. Il ne voulait pas qu'elle pense qu'il cautionnait ce traitement. Il devait réparer. Pendant ce temps, Camille, de retour dans son studio étroit, essayait tant bien que mal de reprendre le cours d'une vie ordinaire. Elle avait passé la nuit à rédiger des candidatures, à scanner des offres d'emploi, à envoyer des lettres de motivation sans y croire vraiment. La sensation d'avoir été piégée, humiliée, puis suspectée sans raison, avait laissé en elle une amertume tenace. Elle ne regrettait pas d'avoir aidé Chloé. Ce geste, au contraire, restait comme une ancre à laquelle elle pouvait encore se raccrocher. Mais elle détestait l'idée que tout ait ensuite été utilisé contre elle. Elle reçut bien quelques appels inconnus sur son téléphone, qu'elle refusa de prendre. Elle n'avait pas envie d'entendre de nouvelles justifications ou promesses creuses. Elle savait comment ces gens fonctionnaient. Ils réparaient, quand cela les arrangeait, jamais par conviction. Elle préférait tourner la page. Pourtant, elle ne cessait de penser à la petite fille. Elle se demandait si Chloé allait bien, si elle comprenait ce qui s'était passé. Camille avait toujours eu un instinct protecteur envers les enfants. Peut-être parce qu'elle avait grandi sans frère ni sœur, dans un foyer silencieux marqué par le deuil et les absences. 2 jours passèrent ainsi. 2 jours où Camille, malgré les efforts pour avancer, sentait quelque chose la ramener constamment à cet immeuble, à cette matinée absurde et brutale. Le 3e matin, elle trouva une enveloppe luxueuse glissée sous sa porte. Il n'y avait pas de timbre, pas d'adresse. Juste son nom, manuscrit à l'encre noire. Elle l'ouvrit, méfiante, et découvrit un carton d'invitation d'un blanc ivoire, frappé du sceau de Moreau haute couture. L'invitation était claire, rédigée dans un ton poli mais ferme. Monsieur Adrien Moreau souhaitait la recevoir en personne, dans un cadre confidentiel, pour discuter d'une opportunité. Aucun autre détail. Une date, une heure, un lieu. Camille resta longuement assise, l'enveloppe entre les mains. Tout en elle lui disait de refuser, de tourner le dos une bonne fois pour toutes. Mais une autre partie d'elle, plus silencieuse, plus tenace, sentait qu'elle ne pourrait vraiment avancer qu'en obtenant des réponses. Elle se rendit au rendez-vous. Le lieu n'était pas le siège de l'entreprise, mais une salle privée d'un hôtel discret du 8e arrondissement. Adrien l'attendait, seul, vêtu d'un costume sombre sans cravate, l'air moins austère que d'ordinaire. Il se leva à son entrée. « Merci d'être venue, Camille. » Elle ne répondit rien, préférant s'asseoir sans cérémonie. « Je vais aller droit au but, » reprit-il. « Ce que vous avez subi est inacceptable. J'ai pris connaissance de toute la situation. Vous avez été victime d'un abus interne. Je suis en train de régler cela. Mais je ne suis pas ici pour m'excuser seulement. J'ai une proposition à vous faire. » Camille haussa les sourcils. « Une proposition ? Je veux que vous travailliez directement avec moi. En tant qu'assistante personnelle, ce serait temporaire, le temps de restructurer certains départements. Vous seriez en lien avec les décisions de haut niveau. Vous auriez la liberté de quitter ce poste à tout moment si vous le souhaitez. » Elle le fixa, tentant de déceler une arrière-pensée. Était-ce une manière de la garder sous contrôle ou un vrai acte de réparation? Adrien ne bougeait pas. Il attendait. Sa proposition semblait sincère, mais elle ne voulait plus être prise au piège. « Je veux une clause claire, dit-elle. Si je sens que quelque chose cloche, je pars, sans justification. Et je ne veux pas de contrat piégeur. Vous aurez carte blanche. Je ne vous retiendrai pas une seconde de plus que vous ne le souhaitez. » Elle hocha la tête. Elle avait encore 1000 raisons de se méfier, mais au fond d'elle, quelque chose murmurait que ce choix pourrait lui permettre de reprendre le contrôle. Non pas pour se venger, mais pour exister pleinement, dans un espace où elle ne serait plus ignorée. « Très bien, j'accepte, mais je ne vous fais pas confiance. Pas encore. Ce sera à moi de changer cela. » Et ainsi, sans grandes effusions, sans fausses promesses, débuta une nouvelle page entre eux. Une alliance inattendue, née d'un enchaînement d'erreurs, mais porteuse de possibilités. Ni l'un ni l'autre ne savait encore ce que cela allait éveiller. Mais pour la première fois depuis longtemps, Camille avait le sentiment de ne plus être invisible. Les jours qui suivirent l'arrivée de Camille dans son nouveau rôle furent marqués par une série de contrastes silencieux. D'un côté, elle pénétrait dans les sphères les plus hautes d'une entreprise qu'elle connaissait depuis le hall d'entrée, seulement quelques semaines plus tôt. De l'autre, elle se heurtait au scepticisme presque palpable d'un environnement
où chaque regard semblait la juger, où chaque mot prononcé à voix basse derrière les portes vitrées portait le poids du doute. Ce n'était pas son parcours classique, pas un CV brillant ni une recommandation prestigieuse qui l'avait mené là. C'était un acte spontané dans la rue, une intervention humaine qui avait, contre toute attente, redéfini sa place dans ce monde froidement structuré. Son bureau se trouvait à l'étage le plus élevé, juste à côté de celui d'Adrien Moreau. Il ne s'agissait pas d'un espace luxueux, mais il était fonctionnel et sobre, avec vue sur les toits parisiens. Dès les premières heures, elle comprit que ses tâches allaient bien au-delà de celles d'une simple assistante. Elle recevait les agendas les plus sensibles, transmettait des notes internes confidentielles, coordonnait des rendez-vous avec des interlocuteurs influents et avait accès à des documents stratégiques auxquels même certains directeurs n'avaient jamais jeté un œil. Adrien ne semblait pas vouloir la ménager. Il lui parlait sans détour, lui demandait des comptes rendus précis, exigeait une rigueur absolue. Mais jamais il ne la traitait avec condescendance. C'était nouveau pour Camille, et cela la déstabilisait parfois davantage que les défis professionnels. Elle avait commencé à noter certains détails sur Adrien, presque involontairement. Sa ponctualité militaire, son obsession pour la clarté, son calme apparent, souvent coupé par des silences trop longs qui donnaient l'impression qu'il cherchait toujours à peser les mots avant de les lâcher. Et surtout, cette manière qu'il avait de s'effacer lorsqu'il était question de sa vie personnelle. Il parlait rarement de Chloé, et lorsqu'il le faisait, c'était avec une pudeur rigide, presque mécanique. Aucun cadre dans son bureau ne montrait de photos de famille, aucune trace visible de vie privée. Cela étonnait Camille, d'autant plus qu'elle sentait, à certains moments fugaces, une faille derrière la façade. Ce fut lors d'un déjeuner professionnel, dans un restaurant discret du 7e arrondissement, que Camille fut pour la première fois confrontée à une information qu'elle n'avait pas cherché à obtenir. Adrien s'était absenté pour répondre à un appel, la laissant seule à table avec un associé de longue date, un homme plus âgé, visiblement proche du PDG. Celui-ci, après avoir échangé quelques banalités, la regarda avec un mélange de curiosité et de bienveillance. « Vous savez, vous êtes la première personne que j'ai vue dans ce bureau depuis longtemps. Adrien ne laisse personne s'approcher. Même ceux qui travaillent pour lui depuis 10 ans ne posent jamais un pied dans son espace personnel. » Camille, un peu surprise, haussa les épaules. « J'ai simplement accepté une offre. Rien de plus. » L'homme sourit, puis son regard se perdit quelques secondes. Il ne s'est jamais remis de ce qui s'est passé avec Hélène. C'était sa femme. Elle est morte il y a presque 3 ans. Camille resta silencieuse. Elle n'avait jamais entendu ce nom. L'associé, conscient peut-être d'en avoir trop dit, reprit plus doucement. « Ce n'est pas à moi de raconter son histoire, mais ce n'était pas un accident. Et Chloé était là. Depuis, il ne parle plus vraiment. Il agit, il contrôle, il protège. Mais il ne vit pas. Et vous, mademoiselle Duret, vous êtes arrivée comme une perturbation. Une bonne, je crois. » Adrien revint à cet instant, mettant fin à l'échange. Mais Camille ne put s'empêcher d'y repenser toute la journée. Cela expliquait certaines choses, la distance, la froideur, mais aussi la manière presque instinctive avec laquelle il avait immédiatement récupéré Chloé dans ses bras, ce jour-là sans un mot, comme s'il redoutait qu'on la lui prenne aussi. Ce soir-là, Camille rentra chez elle plus tard que d'habitude. Elle marchait le long du canal Saint-Martin, préférant éviter le métro bondé. L'air était frais. Les réverbères projetaient une lumière douce sur l'eau noire. Elle s'arrêta quelques instants, posant les yeux sur son reflet. Elle se demandait ce qu'elle faisait là, pourquoi elle n'était pas simplement retournée à sa recherche d'emploi tranquille, pourquoi elle acceptait d'entrer dans la complexité émotionnelle d'un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment. Mais au fond, elle savait. Elle avait toujours eu cette tendance à aller là où les autres reculaient. Ce n'était pas de la bravoure, plutôt une incapacité à détourner les yeux lorsqu'elle sentait que quelqu'un souffrait en silence. Dans les jours suivants, elle continua à travailler avec rigueur. Elle se fit discrète, mais efficace. Peu à peu, certains collègues commencèrent à reconnaître sa compétence. Les murmures à son sujet, bien qu'encore présents, perdaient de leur venin. Adrien ne disait rien, mais il semblait remarquer. Il lui adressait parfois des regards plus longs, plus attentifs, comme s'il tentait de comprendre comment cette jeune femme, sortie de nulle part, avait su s'imposer sans bruit. Un matin, alors qu'elle déposait un dossier sur son bureau, il leva les yeux et demanda « Vous êtes toujours aussi calme, Camille ?»
même quand tout autour est en ébullition. C'est rare. Elle sourit sans ironie. J'ai appris à garder mon calme. La panique ne résout rien. Il hocha la tête, visiblement satisfait par cette réponse. Vous me rappelez quelqu'un. Hélène aussi ne levait jamais la voix. Même dans la tempête, c'était la première fois qu'il évoquait sa femme. Il ne développa pas, et elle ne posa pas de questions. Mais ce seul aveu suffisait à faire tomber une autre couche du mur invisible qu'il dressait autour de lui. Dans l'ascenseur, plus tard, elle croisa Chloé, accompagnée de sa gouvernante. La petite la reconnut immédiatement et se jeta dans ses bras. Ce geste simple, sincère, confirma à Camille que malgré les regards méfiants et les silences épais, elle avait trouvé un ancrage. Quelque chose de fragile, mais de vrai. Et pour la première fois, elle envisagea que ce poste temporaire puisse devenir bien plus qu'un simple passage. Peut-être que dans cet environnement où tout semblait verrouillé, une place se dessinait pour elle, différente de celle que d'autres lui avaient imposée. Une place qu'elle construirait, non pas avec des privilèges, mais avec constance et justesse. Lorsque Camille entra dans le bureau d'Adrien ce mardi matin-là, le silence régnait dans la pièce, comme un accord tacite entre deux mondes qui s'apprivoisaient lentement. Elle déposa les documents du jour sur son bureau en évitant les questions habituelles. Adrien leva à peine les yeux, hocha la tête et reprit la lecture de ses notes. Pourtant, quelque chose dans son attitude trahissait une intention dissimulée. Ce n'était pas de l'indifférence, ni de la distance professionnelle ordinaire. C'était l'attente. Il avait préparé quelque chose. Ce fut seulement 2 heures plus tard, après une réunion avec les responsables financiers, qu'il la convoqua à nouveau. Il referma doucement la porte de son bureau derrière elle, lui indiqua de s'asseoir. Pas de documents sur la table cette fois, pas d'écran allumé. Juste eux deux face à face. « Camille, dit-il en la regardant droit dans les yeux, j'ai besoin de vous parler d'un projet. » Elle fronça légèrement les sourcils, mais ne répondit pas. Elle savait attendre. Depuis que vous avez pris ce poste, vous avez montré plus de rigueur, de loyauté et de discernement que nombre de mes collaborateurs les plus anciens. Je ne dis pas cela pour flatter votre ego. Je le dis parce que c'est un constat clair. Vous voyez ce que d'autres refusent de voir. Vous entendez ce que les autres filtrent. Et vous ne laissez rien passer, même lorsqu'il serait plus facile de détourner les yeux. Camille garda les bras croisés. Elle sentait que cette introduction n'était pas gratuite. Je réfléchis à créer un poste inédit dans notre structure, un rôle de coordination stratégique transversale, indépendant des départements traditionnels, une sorte de lien neutre entre la direction générale et les pôles de décision. Quelqu'un capable de me dire sans filtre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quelqu'un de confiance, avec un regard extérieur. Elle resta silencieuse un moment, puis répondit d'un ton égal. « Et vous pensez que je suis cette personne ? Oui, parce que vous n'avez rien à prouver. Et vous n'avez pas de loyauté aveugle envers ceux qui vous entourent. Vous jugez les actes, pas les postes. Et ça, c'est rare. » Camille prit quelques secondes pour analyser ce qu'elle venait d'entendre. Il ne s'agissait pas seulement d'un poste. C'était une forme d'alliance. Adrien lui proposait un rôle sans précédent, presque une contre-pouvoir discret. Elle comprenait parfaitement ce que cela impliquait. Cela signifiait naviguer entre les lignes, observer les jeux de pouvoir, parfois déranger ceux qui préféraient l'opacité à la transparence. « Vous savez ce que cela va provoquer, » dit-elle calmement. « Ils ne vont pas aimer. Ils diront que vous me protégez, que vous me donnez du pouvoir que je n'ai pas mérité. Je le sais, et je suis prête à assumer. Mais je ne veux pas prendre cette décision seule. Je veux que vous l'acceptiez librement. Vous aurez carte blanche. Vous rendrez compte uniquement à moi. Et si un jour vous sentez que ce rôle ne vous convient plus, vous partirez. Je ne retiendrai rien. Aucune clause, aucune pression. » Camille le regarda longuement, cherchant dans ses yeux un indice d'opportunisme ou de manipulation. Elle n'en trouva pas. Il parlait avec la même franchise qu'au premier jour. Peut-être plus encore. « Très bien, dit-elle enfin. Mais je mets une seule condition. Je ne veux pas d'autorité officielle, pas de titre prétentieux. Je veux agir sans masque, sans hiérarchie formelle. Juste l'autorisation de poser les bonnes questions où qu'elles mènent. » Adrien acquiesça sans discuter. « C'est noté. À partir d'aujourd'hui, vous avez ma confiance. Totale. » Cette phrase si simple eut pourtant un poids particulier. Camille sentit qu'elle venait de franchir un seuil.
Elle n'était plus seulement une ancienne réceptionniste, ni une victime d'une erreur administrative. Elle devenait une figure à part entière dans le système. Et paradoxalement, ce rôle officieux lui donnait plus de pouvoir qu'aucun organigramme ne pourrait jamais formaliser. Les jours suivants furent marqués par une transformation subtile. Camille continua à occuper son poste d'assistante, mais son champ d'action s'élargit. Elle participait à des réunions où elle n'était pas attendue, posait des questions que personne ne voulait vraiment entendre, demandait des justifications sur des décisions financières ou humaines, souvent prises à la va-vite. Elle ne se faisait pas des amis, mais elle s'imposait, sans brutalité, sans arrogance, mais avec une présence que même les plus sceptiques ne pouvaient ignorer. Adrien, de son côté, ne lui donnait jamais d'ordre. Il l'invitait à observer, à remonter ce qu'elle voyait, à questionner sans crainte. Il ne cherchait pas à contrôler ses conclusions. Parfois, il les contestait. D'autres fois, il restait silencieux, prenant le temps de digérer ce qu'elle avait mis en lumière. Ils ne s'accordaient pas toujours, mais un respect nouveau naissait entre eux. Non pas fondé sur la gratitude ou la hiérarchie, mais sur une forme d'égalité intellectuelle rare dans ce monde. Un soir, alors qu'elle quittait les bureaux plus tard que d'habitude, Camille croisa Chloé dans le couloir du 10e étage. La petite fille, en robe de nuit, tenait une peluche contre elle. Elle venait dire bonne nuit à son père. En voyant Camille, elle accourut et l'attrapa par la main. « Tu viens me lire une histoire ?» Camille sourit, prise au dépourvu. « Si ton papa est d'accord. » Adrien arriva à ce moment-là, souriant pour une fois sans réserve. « Elle n'écoute plus que vous, apparemment. » Camille suivit Chloé jusqu'à une pièce adjacente transformée en chambre d'enfant. Elle s'assit au bord du lit, ouvrit un livre illustré et commença à lire doucement, sa voix remplissant l'espace avec une chaleur qu'elle ne soupçonnait plus en elle. Lorsqu'elle referma le livre, l'enfant dormait déjà. En se retournant, elle vit Adrien, resté dans l'ombre de la porte. Il ne disait rien, mais son regard portait une reconnaissance muette. Ce moment, pourtant simple, valait davantage que les remerciements officiels ou les contrats signés. Camille comprit alors que ce qu'elle construisait ici allait bien au-delà d'un poste ou d'un projet. Elle entrait, à sa manière, dans une structure plus vaste, plus humaine. Elle ne savait pas encore où cela l'amènerait, mais pour la première fois, elle n'avait plus peur d'avancer. Les premières semaines dans son nouveau rôle furent pour Camille un exercice d'équilibre permanent. Elle s'était préparée aux réactions négatives, mais la réalité dépassa largement ses anticipations. Les couloirs de l'entreprise, autrefois traversés sans bruit lorsqu'elle était réceptionniste, étaient devenus des terrains minés, peuplés de regards appuyés, de sourires polis mais vides, de conversations qui s'arrêtaient net lorsqu'elle entrait dans une pièce. On ne l'attaquait pas ouvertement, mais tout dans l'attitude des autres signifiait une forme de rejet latent. Sa présence dérangeait parce qu'elle n'entrait dans aucune case, parce qu'elle était l'inconnu devenu visible, sans passer par les étapes habituelles de reconnaissance interne. Le personnel administratif la considérait avec une méfiance mêlée de curiosité. Certains cadres tentèrent de comprendre quel pouvoir exact elle détenait, quels étaient ses accès, à qui elle parlait, et surtout, ce qu'elle rapportait. Camille ne répondait à aucune de ces interrogations. Elle avançait avec une discipline discrète, observant, écoutant, notant. Elle refusait de céder aux tentatives d'intimidation voilée, aux invitations pleines de sous-entendus, aux pièges subtils tendus dans les réunions informelles où elle était désormais conviée. Elle était là sans être officiellement là, et cette ambiguïté la protégeait autant qu'elle l'exposait. Un matin, dans l'ascenseur, elle croisa Delphine Lemoine, directrice du marketing, une femme connue pour son autorité et son ambition tranchante. Delphine lui lança un regard glacial avant de briser le silence. « Vous savez, ce genre de position, ça attire forcément les jalousies. Il faut être préparé à ça. » Camille répondit calmement, sans détourner les yeux. « Je ne suis pas ici pour me faire aimer. Je suis ici pour que les choses soient faites correctement. » Delphine ne répondit pas, mais un sourire ironique effleura ses lèvres. Le message était passé, dans les deux sens. Malgré ce climat tendu, Camille trouvait une forme de stabilité dans la régularité du travail. Elle se levait tôt, arrivait souvent la première dans les bureaux silencieux, prenait le temps de relire les rapports avant même que les responsables concernés ne s'en emparent. Elle se tenait à l'écart des commérages, ne déjeunait presque jamais avec les autres employés, refusant d'entrer dans les jeux d'alliance et de clans qui définissaient une grande partie de la dynamique interne. Cette solitude choisie la préservait de l'usure,
mais renforçait aussi l'image d'une présence étrangère, imprévisible, impossible à cerner. Avec Adrien, la relation évoluait lentement. Il ne faisait aucun commentaire sur les tensions qu'elle devait affronter, mais il n'ignorait rien non plus. Plusieurs fois, elle le surprit en train de l'observer en réunion, attentif non à ce qu'elle disait, mais à la manière dont elle écoutait. Ils échangeaient peu de mots inutiles, mais les silences entre eux devenaient de plus en plus naturels. Il appréciait sa façon d'être directe, sans jamais être brutal, d'exprimer ses désaccords sans agressivité. Camille, de son côté, commençait à cerner les contours d'un homme structuré par la discipline, mais habité par des failles qu'il camouflait derrière un perfectionnisme rigide. Un soir, alors qu'elle terminait une analyse comparative entre deux filiales du groupe, elle remarqua qu'Adrien était encore dans son bureau, plongé dans la lecture d'un dossier. Elle frappa légèrement à la porte et entra. « Vous ne dormez jamais ?» demanda-t-elle sans ironie. Il sourit, un sourire bref mais sincère. « Dormir, c'est pour ceux qui ne dirigent pas une entreprise de 400 employés, ou pour ceux qui ont oublié comment déléguer. » Il referma le dossier et se leva, allant se servir un verre d'eau. « Vous savez, Camille, je ne vous ai jamais demandé pourquoi vous aviez accepté ce poste. Vous ne me l'avez jamais proposé de manière formelle non plus. » Il hocha la tête. « Juste, mais maintenant que vous êtes ici, vous comptez rester combien de temps ? Le temps qu'il faudra pour que je sente que ma présence apporte quelque chose. Pas une seconde de plus. » Il sembla méditer cette réponse, puis acquiesça. Il ne cherchait pas à la retenir, et elle ne cherchait pas à s'ancrer de force. C'était un accord implicite, fondé sur une lucidité partagée. Quelques jours plus tard, Camille fut invitée à participer à un comité stratégique restreint. Elle n'était pas sur la liste initiale, mais Adrien avait personnellement exigé sa présence. Ce fut la première fois qu'elle s'exprimait dans un cadre aussi formel. Elle releva plusieurs incohérences dans les prévisions de croissance présentées par un département clé. Le ton resta professionnel, mais son intervention fut ressentie comme une attaque directe. Après la réunion, l'un des directeurs concernés la aborda dans le couloir. « Ce que vous avez fait, c'était inutilement humiliant. Ce qui est humiliant, c'est de présenter des chiffres falsifiés pour masquer une mauvaise gestion. » Il la fixa, visiblement pris au dépourvu. Elle passa son chemin sans ajouter un mot. Adrien, informé de l'incident, ne fit aucun commentaire. Mais le lendemain matin, un mail fut envoyé à l'ensemble du comité, annonçant un audit complet sur les données financières des 6 derniers mois. Camille ne reçut aucun remerciement. Elle n'en attendait pas. Mais elle comprit que son rôle prenait de l'ampleur et que le poids de ses observations commençait à produire des effets concrets. Au fil des semaines, la distance entre elle et Adrien se réduisit imperceptiblement. Parfois, au détour d'un café ou d'un échange informel, ils parlèrent d'autre chose que du travail. Il lui racontait un souvenir d'enfance, elle évoquait un ancien job de serveuse à Marseille, un été d'orage et de soleil. Ces fragments de vie déposés sans calcul tissaient un fil invisible entre eux. Mais Camille restait sur ses gardes. Elle savait que rien n'était acquis, que dans ce monde-là, les équilibres étaient précaires. Elle avait réussi à s'imposer, à se rendre indispensable, mais elle ne confondait pas reconnaissance et sécurité. Elle sentait que l'ombre d'un retour de bâton n'était jamais loin. Pourtant, elle avançait avec la même détermination qu'au premier jour, parce qu'elle savait désormais qu'elle ne cherchait pas seulement une place. Elle construisait un espace où elle pouvait être pleinement elle-même, sans masque, sans compromis. Et cela, aucun regard méfiant ne pouvait lui enlever. Ce fut lors d'un gala caritatif organisé dans les salons historiques du musée Jacques Marandré que Camille perçut pour la première fois les contours d'un passé enfoui, dissimulé derrière les épaisseurs protocolaires et les obligations professionnelles qui régnaient autour d'Adrien Moreau. L'événement qui rassemblait les grands noms de la haute couture, de la finance et des médias n'avait rien d'extraordinaire en soi. Il suivait les mêmes codes figés, les mêmes conversations mondaines, où l'apparence se substituait au contenu. Camille, conviée à la demande d'Adrien, devait principalement l'assister sur place, veiller à la logistique de ses rendez-vous et l'alerter discrètement des personnalités clés présentes. Dès son arrivée, elle sentit les regards converger vers elle. Sa présence dans un événement aussi fermé, sans titre officiel de direction, provoquait des interrogations. Elle le savait, mais elle ne broncha pas. Elle portait une robe sobre, noire, sans marque ostentatoire, ses cheveux attachés en un chignon discret. Sa posture droite et son silence calculé faisaient d'elle une énigme que peu osaient aborder frontalement.
Adrien, de son côté, se mouvait avec aisance dans cet univers. Il échangeait quelques phrases maîtrisées, saluait poliment, acceptait des coupes de champagne sans jamais les boire. Il était dans son élément, mais étrangement détaché, comme s'il s'acquittait d'une obligation à laquelle il ne croyait plus depuis longtemps. Alors qu'il passait d'un groupe à un autre, une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'une robe émeraude et au port altier, les aborda. Son visage s'éclaira d'un sourire figé lorsqu'elle vit Adrien. Adrien, quelle surprise! Cela fait une éternité. Il répondit par un hochement de tête cordial, sans chaleur. Claire. Elle se tourna ensuite vers Camille, son regard s'attardant une seconde de trop sur la robe, les chaussures, la posture. Puis, d'un ton mielleux, « Et vous êtes ?» « Camille Duret, répondit-elle simplement. Claire haussa un sourcil. « Charmant. Vous travaillez avec Adrien ?»« Elle travaille pour moi, » coupa Adrien. Claire acquiesça lentement, un éclair de compréhension dans le regard. Camille se contenta d'un sourire neutre. Quelques instants plus tard, alors que la femme s'éloignait, elle se tourna vers Adrien. Qui était-ce? Claire Beaumont, une amie de mon épouse, de mon ancienne épouse. Le ton était neutre, mais le mot « ancienne » portait un poids que Camille ne chercha pas à ignorer. Ce fut la première fois qu'Adrien parlait de sa femme de manière aussi directe. Il ne développa pas davantage, et Camille n'insista pas. Mais cette simple mention suffisait à ouvrir une brèche dans l'image parfaitement lisse qu'il s'efforçait de maintenir. Quelques jours plus tard, alors qu'elle triait des dossiers confidentiels dans son bureau, elle tomba par hasard sur une vieille brochure interne de l'entreprise, datant de plusieurs années. En couverture, un cliché en noir et blanc d'Adrien souriant, tenant la main d'une femme blonde aux traits délicats. Le nom Hélène Moreau était imprimé en lettres élégantes au bas de la page, suivi du titre « Fondatrice de l'atelier Moreau, création et innovation ». Camille s'arrêta, fixant la photo. Elle ne l'avait jamais vue auparavant. Elle feuilleta rapidement la brochure. On y parlait de l'ouverture de l'atelier dédié aux pièces uniques, de la vision artistique d'Hélène, de sa passion pour les matériaux rares, de son désir de mêler tradition artisanale et modernité. Ce qu'elle comprit à travers ces quelques pages dépassait de loin la biographie professionnelle. Hélène avait été bien plus qu'une épouse discrète. Elle avait été l'âme créative d'un pan entier de l'entreprise, celle qui portait la vision, qui liait le nom Moreau à une exigence esthétique unique. Et elle avait disparu. Aucune mention de sa mort. Rien, seulement un silence à partir de cette année-là. Aucun hommage public, aucune reprise de ses fonctions. C'était comme si elle avait été effacée du récit officiel. Camille reposa la brochure. Elle ne voulait pas fouiller, mais elle comprenait mieux désormais ce que ce silence permanent dans les couloirs voulait dire. On ne parlait pas d'Hélène, non par oubli, mais par volonté de ne pas raviver une douleur collective. Il y avait eu un avant et un après. Adrien avait érigé un mur autour de cette rupture. De son côté, Chloé continuait à se rapprocher de Camille. L'enfant la cherchait du regard dès qu'elle entrait dans le bâtiment, l'attendait à la sortie de certaines réunions, lui parlait avec une spontanéité qui contrastait fortement avec l'ambiance figée du reste de l'entreprise. Camille la laissait faire. Elle ne se forçait pas à jouer un rôle. Elle répondait à ses questions, l'écoutait et partageait parfois un goûter avec elle dans la petite pièce que le personnel appelait « la salle des confidences », un lieu informel où les discussions sincères avaient parfois plus de poids que les comités exécutifs. Un jour, Chloé lui tendit un dessin. Elle avait représenté une maison, un ciel bleu et 3 personnages, un homme, une petite fille et une femme aux cheveux bruns. Sous le dessin, elle avait écrit maladroitement « Papa, moi et Camille ». Camille sentit sa gorge se serrer. Elle garda le dessin dans son carnet sans rien dire. Dans la foulée, elle décida de parler à Adrien. Elle ne voulait pas imposer sa présence auprès de Chloé. Il l'écouta jusqu'au bout, puis répondit simplement « Elle a le droit de se sentir en sécurité. Vous ne la forcez à rien. Et elle a perdu trop tôt la personne qui lui lisait des histoires le soir. » Il s'interrompit, puis ajouta « Hélène est morte dans un accident, une nuit de janvier. Elle rentrait d'un événement de l'entreprise. J'aurais dû l'accompagner. J'ai choisi de rester. Et depuis, chaque décision que je prends, chaque heure que je travaille, c'est pour ne pas penser à ce que j'ai raté ce soir-là. » Camille n'eut pas besoin de répondre. Elle comprit que ce moment n'appelait ni commentaire ni consolation. C'était un fragment de vérité livré sans attente, un aveu nu. Dans les jours suivants, elle ressentit une transformation.
Ce passé qu'elle percevait désormais plus nettement influençait tout. Il expliquait les silences d'Adrien, sa rigidité, mais aussi sa confiance prudente en elle. Il ne cherchait pas à combler un vide. Il respectait la distance, mais il reconnaissait quelque chose en elle qu'il ne trouvait plus autour de lui. L'authenticité, la capacité à être là sans juger. Camille ne savait pas encore où cette trajectoire la conduirait. Mais une chose était certaine, elle n'était plus simplement une assistante temporaire. Elle faisait désormais partie d'un récit plus vaste, tissé de pertes, de reconstruction et de silences partagés. La routine que Camille parvenait lentement à instaurer auprès d'Adrien et de Chloé fut brutalement perturbée par un événement qu'elle n'avait pas anticipé. Cela commença par de petites anomalies, insignifiantes en apparence, mais suffisamment inhabituelles pour éveiller sa vigilance. Un rendez-vous annulé à la dernière minute sans qu'elle en ait été informée. Un dossier manquant dans les archives numériques. Un message interne qui ne lui parvenait qu'avec plusieurs heures de retard. Elle crut d'abord à des erreurs techniques ou à des oublis administratifs, jusqu'à ce que les occurrences deviennent plus fréquentes et mieux ciblées. Elle en parla brièvement à Adrien, qui lui conseilla de rester attentive, sans dramatiser. Mais elle sentait que quelque chose échappait à la logique. L'entreprise, malgré sa structure rigoureuse, n'était pas à l'abri de manipulations internes. Elle le savait, elle en avait été victime dès le début. Mais cette fois, ce n'était pas un simple rejet ou un acte isolé. C'était une stratégie délibérée d'effacement progressif. Puis un nom réapparut dans les couloirs. Morgane Belland. Ancienne directrice des opérations, elle avait quitté l'entreprise une année auparavant après une enquête discrète, jamais officialisée, liée à des décisions contestables prises dans des marchés étrangers. Camille connaissait ce nom, l'ayant croisé à plusieurs reprises dans les documents qu'elle avait étudiés durant ses premières semaines. Morgane faisait partie de ceux qui avaient eu un pouvoir considérable avant de disparaître subitement du paysage. Sa réputation était partagée entre fascination et crainte, brillante, influente, mais aussi rusée et sans scrupules selon certains témoignages non officiels. Et voilà qu'elle revenait, sans fanfare ni communiqué. Camille l'apprit par un échange entendu à demi-mot dans un ascenseur. Elle se renseigna discrètement et confirma que Morgane avait été réintégrée à un poste de conseil, proche de la direction. Officiellement, elle n'était pas rattachée à un département, mais travaillait sur une mission de restructuration stratégique. Officieusement, elle reprenait ses marques, avec l'appui de certains cadres de l'ancienne garde, qui n'avaient jamais accepté l'arrivée de Camille. Le premier contact entre les deux femmes eut lieu dans la salle de conférence du 9e étage. Camille y était pour un point hebdomadaire avec Adrien et les responsables des différents pôles. Morgane entra sans frapper, le pas assuré, le regard déjà tourné vers elle. Elle s'assit sans être invitée et croisa les jambes, sa tablette posée devant elle comme un symbole de reprise de contrôle. « J'espère que je ne dérange pas », lança-t-elle d'un ton faussement poli. Adrien, surpris mais neutre, répondit simplement « Morgane est ici à titre de consultante pour les prochaines semaines. Je vous laisse vous coordonner avec elle. Aucune autre précision. » Camille comprit qu'elle allait devoir manœuvrer dans une configuration plus instable qu'auparavant. Morgane ne perdit pas de temps. Dès la fin de la réunion, elle fit circuler un document contredisant certaines données analysées par Camille la semaine précédente. Les chiffres avaient été modifiés, les graphiques redessinés. Lorsqu'elle tenta de faire valoir ses propres sources, Morgane coupa la conversation par un sourire sec. « Vous êtes peut-être familière avec les tableaux de bord internes, Camille, mais je vous suggère de laisser l'interprétation à ceux qui ont plus d'expérience à ce niveau. » L'attaque était frontale. Camille ne répondit pas. Elle savait que ce genre de provocation ne servait qu'à la pousser à réagir de manière impulsive. Elle se contenta de vérifier discrètement la circulation des données. En moins de 48 heures, elle découvrit que certains fichiers sur lesquels elle travaillait avaient été modifiés sans traçabilité. Les droits d'accès avaient été élargis à des personnes externes sans son accord. Des éléments sensibles avaient disparu. Elle en parla à Adrien cette fois plus fermement. Il lui demanda des preuves. Elle les apporta. Il resta silencieux, puis déclara « Je vais gérer cela, mais je dois le faire à ma manière. » Elle savait ce que cela voulait dire. Il allait temporiser, analyser, éviter l'affrontement direct avec Morgane, qui connaissait encore trop bien les rouages internes. Pendant ce temps, Camille devenait le point de mire d'une campagne de déstabilisation plus sournoise.
On la tenait à l'écart de certaines réunions clés. Ses propositions étaient systématiquement repoussées ou contestées. Certains collaborateurs, qui l'avaient soutenue à demi-mot jusque-là, commençaient à l'éviter. Elle devinait les regards, les messes basses. Tout cela n'était pas nouveau pour elle, mais cette fois, la mécanique était orchestrée par une professionnelle. Un incident marqua un tournant. Lors d'une présentation stratégique prévue devant les membres du comité exécutif, Camille découvrit que la salle avait été réservée en double. Morgane y tenait déjà une réunion privée. Le matériel audiovisuel qu'elle avait préparé avait disparu. Aucun mail, aucune alerte, juste une absence totale d'espace pour exposer son travail. Elle en informa Adrien, qui, visiblement agacé, ordonna une vérification complète du système de planification. Mais la gêne était là, et dans l'esprit de certains, cela suffisait pour entamer sa crédibilité. La tension monta encore d'un cran lorsqu'un dossier important qu'elle avait finalisé pour le conseil d'administration se retrouva entre les mains de Morgane, signé de son nom. Camille n'eut même pas approuvé le plagiat. Le style, les données, les conclusions, tout venait d'elle. Mais le mal était fait. Lorsqu'elle entra dans le bureau d'Adrien pour en parler, il était déjà au courant. « Je sais que ce dossier vous appartient », dit-il simplement. « Et je sais aussi que Morgane l'a utilisé sans autorisation. Alors pourquoi elle est toujours ici ?» Il ne répondit pas tout de suite. Parce que dans ce genre de structure, il y a des équilibres à maintenir, des gens à ménager, des positions à surveiller. Je dois faire les choses correctement. Camille le regarda longuement. Elle comprenait la logique, mais elle refusait de l'accepter. Elle savait qu'elle était en train d'être poussée vers la sortie, non pas frontalement, mais lentement, par érosion. « Très bien, dit-elle. Alors je vais faire les choses correctement, moi aussi, mais à ma manière. » Elle sortit du bureau sans attendre de réponse. Ce soir-là, elle resta plus tard que d'habitude. Elle relut ses notes, ses anciens rapports, ses échanges de mails. Elle commença à tracer un schéma, une cartographie des actions coordonnées autour de Morgane. Ce n'était pas une vendetta, c'était une vérification. Et si elle devait tomber, elle ne le ferait pas sans avoir montré ce qui se tramait dans l'ombre. Elle n'avait jamais cherché à prendre le pouvoir. Elle n'avait jamais voulu cette guerre, mais elle n'allait pas se laisser effacer par une stratégie de sabotage dont elle comprenait enfin l'ampleur. Le jeu avait changé, et elle allait y répondre, sans cri, sans chaos, mais avec la précision de celle qui avait tout observé depuis le début. Camille avait toujours su observer. C'était depuis le début son principal atout dans un environnement où les apparences régnaient, où chaque parole dite en public cachait une intention plus profonde. Lorsqu'elle avait commencé à ressentir les interférences de Morgane Belland, elle avait choisi de ne pas confronter, de ne pas se jeter dans la mêlée comme on l'aurait attendu. Elle s'était tue, non par faiblesse, mais pour écouter plus attentivement encore. Cette patience, longtemps sous-estimée par ses adversaires, allait devenir son arme la plus redoutable. Elle consacra les jours suivants à ce que beaucoup auraient considéré comme une tâche inutile, vérifier les traces. Dans un monde numérique où chaque action laisse une empreinte, elle savait qu'il lui suffisait de relier les points, de collecter les éléments éparpillés par l'arrogance de ceux qui se pensaient intouchables. Elle repassa en revue ses échanges de courriels, les historiques de modification des fichiers, les accès aux serveurs partagés. Elle fit appel discrètement à un technicien du service informatique qu'elle savait intègre, un homme réservé, toujours méthodique, qui avait une haute idée de la précision. « Je ne te demande pas d'espionner, » lui dit-elle. « Je veux juste comprendre pourquoi certaines informations ont été modifiées sans qu'on puisse le prouver. Il y a des accès que je n'ai pas autorisés, et je suis certaine qu'ils ne viennent pas de l'extérieur. » L'homme, après une hésitation, accepta de l'aider. Ce qu'ils découvrirent en quelques jours confirma ses soupçons. Des sessions ouvertes sous des identifiants de collaborateurs absents, des documents déplacés à des heures improbables, des modifications de contenu masquées par des restaurations de versions plus anciennes. Tout cela pointait vers une action coordonnée. Et tous les chemins menaient vers le même groupe, Morgane Belland et deux autres cadres, dont l'un appartenait à l'ancienne équipe qui avait déjà contribué à son licenciement injuste plusieurs mois auparavant. Avec ces éléments en main, Camille décida de ne pas aller voir Adrien tout de suite. Elle savait que le timing était crucial. Il fallait une scène, un moment où rien ne pourrait être balayé sous le tapis. Ce moment arriva plus vite que prévu.
sous la forme d'une réunion exceptionnelle du comité de direction, convoqué pour présenter un nouveau plan de restructuration. Morgane, toujours aussi sûre d'elle, avait prévu une présentation grandiloquente. Elle comptait proposer une redéfinition complète de l'organigramme, où plusieurs postes seraient fusionnés, certaines missions transférées sous sa supervision directe. Le tout emballé dans un langage de modernisation, d'efficacité et de compétitivité. Camille assista en silence à l'ouverture de la séance. Elle se tenait à l'écart, comme souvent, sans place attribuée, mais parfaitement visible. Adrien l'avait vue entrer. Il n'avait rien dit, mais elle sentit son regard soutenu. Lorsque Morgane termina son exposé, un murmure d'approbation discret parcourut la salle. Plusieurs directeurs acquiesçaient déjà. Adrien allait prendre la parole quand Camille se leva lentement, tenant en main un dossier relié de manière sobre. Elle ne demanda pas la parole. Elle s'avança simplement vers la table centrale, posa le dossier devant Adrien et le regarda droit dans les yeux. « Avant de valider ce plan, je crois qu'il serait utile de vérifier d'où viennent certaines des données présentées et qui les a modifiées. » Un silence dense s'abattit dans la pièce. Adrien ouvrit le dossier, feuilleta les premières pages. Les copies d'écran, les historiques de connexion, les tableaux comparatifs parlèrent d'eux-mêmes. Il remonta le regard vers Morgane, dont le visage venait de perdre toute couleur. « Ce que vous voyez là, » continua Camille d'une voix posée, « ce sont des manipulations, des accès dissimulés, des suppressions ciblées. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les serveurs, ce sont les registres internes. » Adrien ferma le dossier et se tourna vers Morgane. « Vous avez quelque chose à répondre ?» Elle tenta d'articuler une réponse, mais sa voix tremblait. Elle balbutia une défense technique, évoqua une erreur de synchronisation, un problème de serveur. Mais le mal était fait. Camille avait préparé ce moment avec soin. Elle avait même glissé, à la fin du dossier, un extrait d'un échange de courriel où Morgane ironisait sur la naïveté supposée d'Adrien, affirmant qu'elle savait comment reprendre les rênes sans faire de bruit. Ce fut le point de rupture. Adrien ferma le dossier, se leva et s'adressa à tous. « Cette réunion est suspendue. Des mesures seront prises immédiatement. Toute tentative de manipulation interne constitue une faute grave. » Il sortit, dossier en main. Morgane resta assise, pétrifiée. Camille ne dit rien. Elle retourna à son bureau, la respiration calme. Elle ne ressentait ni triomphe ni vengeance. Juste un soulagement intense, celui d'avoir restauré un équilibre sans avoir cédé à la haine. Quelques heures plus tard, Adrien entra dans son bureau. Il posa le dossier sur sa table, s'assit face à elle. Il semblait fatigué, mais apaisé. « Je vous dois des excuses, dit-il. J'ai douté. Et ce doute a permis que l'on vous attaque à nouveau. Vous auriez pu partir, vous auriez eu raison. Je suis resté parce que je savais que ce que je voyais était vrai. Et je n'étais pas seul. J'ai été aidé. » Il la regarda un long moment. « Je vous ai peut-être engagé pour de mauvaises raisons au départ, mais aujourd'hui je vous respecte pour les bonnes. Je ne vous demanderai pas de rester, mais si vous partez, je veux que ce soit parce que vous avez terminé ce que vous étiez venu faire, pas à cause de gens comme elle. » Camille hocha la tête. « Je vais partir, mais pas tout de suite. J'ai besoin d'un peu de silence, d'un espace où je peux reconstruire sans me battre. Je ne veux pas devenir comme ceux qui survivent uniquement dans le conflit. Prenez le temps qu'il faut. L'entreprise vous sera toujours ouverte. » Ce soir-là, elle ferma son ordinateur, rangea ses dossiers dans un carton. Pas comme celui du jour de son licenciement. Ce carton-là contenait une histoire différente, une victoire discrète, une affirmation de soi. Elle sortit du bâtiment sans se retourner. Elle n'avait pas besoin de témoins. Elle avait simplement besoin d'aller là où plus rien ne serait approuvé. Camille ne retourna pas à l'entreprise les jours qui suivirent. Elle n'en ressentit ni la nécessité ni le devoir. Elle avait remis de l'ordre, restauré une vérité, protégé sa position avec une intégrité que même ses détracteurs les plus féroces avaient dû reconnaître. Pourtant, au lieu de savourer cette victoire, elle choisit le retrait. Non pas par dépit, mais par lucidité. Ce qu'elle avait accompli n'appelait ni reconnaissance excessive, ni célébration. Elle sentait au fond d'elle que l'étape qu'elle avait franchie devait se solder autrement que par un retour à la routine. Il était temps de construire ailleurs, à sa manière. Elle reprit contact avec un ancien réseau d'entraide locale du 18e arrondissement qu'elle avait connu à ses débuts dans la capitale. Il s'agissait d'une association de quartier, discrète, sans grands moyens, mais dotée d'une efficacité remarquable dans l'accompagnement des familles monoparentales et des mères isolées.
Camille n'y avait été qu'une bénévole passagère autrefois, distribuant des repas, aidant aux démarches administratives. Cette fois, elle proposa un projet. Pas un rêve irréaliste, mais une initiative pragmatique. « Je ne veux pas créer un nouveau centre », dit-elle lors de la première réunion avec les responsables. « Je veux renforcer ce qui existe, offrir un espace structuré où les femmes puissent venir, non pas pour quémander de l'aide, mais pour construire un avenir stable. Formation, écoute, orientation. Rien de spectaculaire, mais essentiel. » Le projet fut accueilli avec enthousiasme prudent. Camille ne promit rien qu'elle ne pouvait tenir. Elle mit à profit son sens de l'organisation, ses contacts, sa capacité à monter un dossier solide. Elle travailla sur des partenariats, des financements publics, de petites entreprises locales prêtes à soutenir l'initiative. Elle retrouva dans ce travail une forme de respiration, une proximité avec la réalité brute, loin des chiffres abstraits, des jeux de pouvoir et des stratégies corporatives. Elle ne parla pas de son passé professionnel récent. Les personnes qu'elle côtoyait n'avaient pas besoin de savoir qu'elle avait été au cœur d'une des plus grandes maisons de couture du pays. Ce qu'elle voyait, c'était son engagement présent, sa capacité à écouter, à comprendre sans juger, à apporter des solutions concrètes. Elle réapprit à vivre au rythme du quartier, à sentir l'urgence des mères épuisées, à entendre les silences lourds des enfants qu'on avait trop souvent laissés de côté. Un après-midi, alors qu'elle organisait une collecte de fournitures scolaires dans une école du quartier, elle vit une silhouette familière s'approcher. Chloé. Accompagnée de sa gouvernante, la petite fille courut vers elle avec un sourire éclatant et l'enlaça sans prévenir. Camille, surprise, la serra doucement contre elle. « Tu m'as manqué », dit la voix fluette de l'enfant. « Toi aussi », murmura Camille. La gouvernante s'approcha à son tour, lui tendant une enveloppe. « Monsieur Moreau m'a demandé de vous remettre ceci. » Camille l'ouvrit une fois rentrée chez elle. À l'intérieur, une lettre rédigée à la main, concise, mais dense. Adrien y écrivait qu'il suivait à distance ce qu'elle construisait. Il n'avait pas cherché à intervenir. Il savait que cet espace lui appartenait désormais. Mais il souhaitait discrètement contribuer. Un chèque accompagnait la lettre, d'un montant important, avec une simple mention « Pour que votre projet vive et grandisse, sans condition, sans contrôle ». Elle resta longtemps à contempler ce geste. Il ne s'agissait pas d'une compensation ni d'un appât pour la faire revenir. C'était une forme de respect, silencieuse, authentique. Adrien ne cherchait pas à récupérer ce qu'il avait perdu. Il comprenait qu'elle n'était pas un pion à déplacer selon ses besoins. Elle était devenue pour lui un repère. Chloé revint la voir plusieurs fois, toujours accompagnée, jamais sans autorisation. Elle participait parfois aux ateliers, aidait à ranger les livres, dessinait en silence pendant que Camille écrivait des rapports. Une relation nouvelle s'installait entre elles. Libérée des contraintes du lien professionnel, elle prenait une forme plus douce, plus vraie. Chloé ne posait jamais de questions sur l'entreprise. Elle parlait de ses rêves, de son école, de son envie d'avoir un animal de compagnie. Camille écoutait, répondait sans surjouer. Elle ne cherchait pas à combler un vide. Elle était juste là. Le projet grandit lentement. Le bouche à oreille attira d'autres femmes, d'autres enfants. Camille trouva des partenaires, des éducateurs, des bénévoles. Elle ne cherchait pas la perfection. Elle visait l'efficacité concrète, humaine. Elle fit aussi le choix de rester en retrait médiatique. Pas de campagne tapageuse, pas d'articles dans la presse. Le centre s'appelait simplement Le Lien, un mot choisi parce qu'il représentait exactement ce qu'elle voulait construire. Des ponts, pas des murs. Elle revit Adrien une seule fois durant cette période. Il passa à l'improviste un matin accompagné d'un collaborateur. Il visita les locaux, salua les enfants, parla brièvement avec les éducateurs. Ils se retrouvèrent seuls quelques minutes dans la petite cour intérieure. « Vous avez tout changé ici, dit-il en regardant autour de lui. Non, j'ai juste écouté ce que les gens attendaient, et je leur ai tendu un cadre pour agir, c'est tout. Vous avez trouvé quelque chose que je cherche encore. » Camille le fixa sans répondre. Il ne développait pas, et elle ne demandait pas plus. Ils étaient devenus deux personnes qui se comprenaient dans le silence. « Est-ce que vous reviendrez un jour ?» demanda-t-il. « Peut-être, mais pas pour reprendre ce que j'ai laissé. Pour créer autre chose, autrement. » Il hocha la tête. « Quoi que vous décidiez, vous aurez toujours ma considération. » Ils se quittèrent sans effusion. Il partit sans se retourner. Elle le regarda disparaître dans la rue. Aucun regret,
aucun vide, seulement une impression de cycle achevé. Camille retourna dans la salle commune où les enfants dessinaient sur une grande feuille blanche posée au sol. Elle s'assit parmi eux, prit un crayon, traça une ligne droite au milieu d'un espace encore vide. Une ligne simple, un début. Rien de plus, mais suffisamment pour relier ce qui semblait épars, parce qu'au fond, c'était ça, son rôle. Relier, toujours. Le jour était clair, avec un ciel pâle et sans nuages, quand Camille franchit à nouveau les portes de Moreau Haute Couture, pour la première fois depuis des semaines. Elle n'y revenait ni comme employée, ni comme consultante. Elle n'était plus la réceptionniste qu'on avait licenciée sans explication, ni l'assistante silencieuse qui avait su naviguer dans les conflits internes. Elle entrait dans ce bâtiment avec une posture nouvelle, forgée par l'épreuve, par l'éloignement, et surtout par ce qu'elle avait construit loin des projecteurs. L'invitation officielle qu'elle avait reçue quelques jours plus tôt ne donnait que peu de détails. Un événement interne, organisé pour célébrer les nouvelles orientations stratégiques de l'entreprise et souligner l'engagement sociétal de la marque. Le carton, sobre et élégant, était signé de la main d'Adrien. Aucune mention personnelle, aucun message particulier. Mais Camille avait compris. Ce n'était pas un rappel, c'était une reconnaissance, une main tendue, sans condition. En entrant dans l'atrium, elle remarqua que les lieux avaient légèrement changé. Des œuvres d'art contemporain avaient été accrochées, des plantes disposées avec soin. Mais surtout, une atmosphère plus fluide semblait régner. Les visages croisés n'étaient plus les mêmes. Certains l'avaient connue, la saluaient avec une réserve polie. D'autres, plus jeunes, la regardaient sans savoir qui elle était. Elle n'était plus redoutée, ni ignorée. Elle était observée comme quelqu'un qui appartenait à l'histoire de l'entreprise, sans en être prisonnière. Elle suivit le chemin tracé par les panneaux jusqu'à l'amphithéâtre interne, où se tenait la cérémonie. La salle, baignée de lumière naturelle, accueillait une centaine de collaborateurs. Au fond, un écran affichait sobrement « Engagement, transmission, renouveau ». Adrien apparut quelques minutes plus tard, seul sur scène. Il prit la parole sans emphase, comme à son habitude. Il évoqua les évolutions de la maison, les erreurs du passé, les choix difficiles, puis il parla de reconstruction. « Une entreprise n'est pas un édifice figé », déclara-t-il. « C'est un tissu vivant. Et parfois, ce tissu se déchire. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait ensuite. Est-ce qu'on recoud à la hâte ou est-ce qu'on prend le temps de refaire la trame ?» Un silence attentif enveloppa la salle. Adrien poursuivit plus lentement. « Il y a quelques mois, l'un de nos murs porteurs a été affaibli. Pas par un événement extérieur, par une décision interne, une injustice. Une personne a été écartée alors qu'elle représentait ce que cette maison aurait dû protéger, la vigilance, l'humanité, la droiture. Cette personne a non seulement survécu à cette erreur, elle a grandi au-delà de notre structure. Et elle a montré que les fondations les plus solides ne sont pas toujours faites de pierre, mais de conscience. » Il fit une pause, puis ajouta « Aujourd'hui, nous corrigeons cela, non pas par obligation, mais par conviction. Et nous avons décidé de confier à cette personne un nouveau projet, indépendant, mais soutenu par l'entreprise, un projet qui incarne nos valeurs futures. Ce projet sera dirigé par Camille Duret. » Un mouvement d'étonnement parcourut l'assemblée. Camille, restée debout à l'arrière, sentit tous les regards converger vers elle. Adrien l'invita à rejoindre la scène. Elle traversa l'allée centrale sans précipitation, sans fierté déplacée. Une simple ligne droite, calme, mesurée. Une marche vers un rôle qu'elle n'avait jamais sollicité, mais qu'elle avait mérité par sa constance. Sur scène, Adrien lui remit un document symbolique. Pas un contrat, mais une charte de partenariat. Camille allait diriger un nouveau pôle, un laboratoire d'innovation sociale au sein de la Fondation Moreau, indépendant de la direction générale, destiné à soutenir des initiatives concrètes dans les quartiers urbains, en lien avec la formation, l'accès à l'emploi, l'éducation civique. Elle en définirait les axes, choisirait ses équipes, piloterait les actions. Elle aurait carte blanche. Elle ne fit pas de discours. Elle se contenta d'un remerciement clair et simple. Elle savait que les mots importants avaient déjà été dits ailleurs, dans des couloirs silencieux, dans des salles de réunion tendues, dans les regards de ceux qu'elle avait écoutés sans jamais les juger. L'engagement, pour elle, ne passait pas par les annonces. Il se construisait dans la continuité.
Après la cérémonie, elle se rendit dans son ancien bureau, qu'elle découvrit intact. Rien n'y avait changé. Elle ouvrit un tiroir, retrouva son ancien carnet noir, celui qu'on avait un jour utilisé contre elle comme preuve de soupçon. Elle le prit dans sa main, le feuilleta. Il était vide à partir d'une certaine page. Elle en arracha les dernières feuilles, en commença une nouvelle et y inscrivit une phrase simple. « On ne construit rien de solide sans mémoire ». En quittant le bâtiment, elle retrouva Chloé dans le jardin intérieur, accompagnée de sa gouvernante. L'enfant courut vers elle, l'air radieux. Elles marchèrent un moment en silence. Camille lui parla du nouveau projet, de l'espace qu'elles allaient aménager, des livres qu'elles allaient y installer. Chloé l'écoutait, attentive. « Tu sais ce que je voudrais, » dit la petite. « Dis-moi. Que ce soit un endroit où tout le monde se sente en sécurité, comme moi quand tu m'as tenu la main. » Camille lui sourit. Elle comprit alors que tout s'emboîtait. Les injustices du passé, les luttes silencieuses, les départs nécessaires, les silences partagés. Rien n'avait été vain. Chaque fragment, chaque geste, chaque refus de céder à la facilité avait construit ce moment. Et ce qu'elle allait faire désormais ne serait pas une revanche, mais une continuité. Elle leva les yeux vers le bâtiment. Elle n'y voyait plus une prison, ni un champ de bataille, juste un lieu de passage, un chapitre refermé. Et devant elle, une nouvelle page blanche, dense de promesses, une page qu'elle écrirait avec la même droiture, la même patience, et surtout la même foi en l'essentiel.